Salut, c'est Lucie. Salut, c'est Alban. Bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Aujourd'hui, nous recevons une nouvelle invitée qui n'est pas une inconnue, en tout cas pas pour moi, un peu plus pour Lucie, mais nous avons tous les deux très hâte de faire plus ample connaissance. Donc merci à toi d'être ici. Je vais te poser quelques questions. Comment t'appelles-tu ? Depuis combien de temps vis-tu en Norvège ? Dans quel domaine travailles-tu ? Et enfin, est-ce que tu pourrais nous parler d'un culture shock ? Bonjour à tous les deux. Merci de l'invitation. C'est super sympa. Je m'appelle Véronique Revoy. Je suis arrivée en Norvège en août 2002. Donc ça va faire plus de 22 ans. Mais j'ai commencé à venir en Norvège plus tôt. À partir de 1996, j'ai fait des allers-retours, donc uniquement Oslo à l'époque. Pour le reste, donc au quotidien, je travaille dans une grande entreprise norvégienne où je suis responsable d'une équipe qui fait de l'innovation pour l'Europe. Donc je suis dans un milieu qui n'est pas si norvégien que ça au quotidien, il faut le dire. C'est très international, il y a beaucoup de nationalités. Mais bon, j'habite quand même ici. Quoi. Voilà. Quoi d'autre ? Alors, culture choc. Alors, en même temps, je pensais connaître. C'est ça qui a été le plus... Parce que tu faisais déjà des allers-retours ? Oui, je faisais des allers-retours. Donc, ma vie, elle était entre Paris, des projets internationaux où je voyageais beaucoup, et puis Oslo, où j'avais mon copain de l'époque. Je me suis dit, facile, quoi. Là, tu connais. Ça fait quand même beaucoup d'années que tu pratiques la Norvège. C'est pas une découverte. En fait, il y en a eu plein. Le premier, ça a été de me retrouver à Aker Brygge avec donc, mon fils qui était bébé. Et de me balader, c'était au mois d'août, mais d'avoir froid. C'est vrai. Donc au 15 août, ça peut arriver qu'il y a du gel. Donc ça, c'était... Ah, mais c'est le 15 août. Non, mais le 15 août, c'est l'automne. Bon, voilà, ou le début de l'automne. Ça a été le premier culture choc. Et le deuxième, c'est en les regardant, c'était à Aker Brygge, qui est quand même un quartier où les gens... Pour les auditeurs, c'est le port d'Oslo. Voilà. Et de me dire, mais j'ai l'impression de vivre dans une pub de Ralph Lauren. Parce qu'ils étaient tous tellement bien habillés, soignés, propres sur eux, blonds. Enfin, voilà. Ouais. Et de me dire, mais c'est quoi ce truc, quoi ? J'adore parce que c'est vrai que c'est soit un culture shock ou un stéréotype ou peu importe, mais je continue de le vivre, ça. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est un souvenir que j'ai des tout premiers jours qui a été assez marquant, quoi. Et du coup, tu nous disais que tu faisais des allers-retours. Pourquoi la Norvège ? C'était pour le travail ? Non, c'était pour un Norvégien. Pour un Norvégien. Donc, Venus Trap, pour l'amour. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, il y a une très grosse partie de la communauté, non seulement française, mais étrangère, qui est là parce qu'ils ont, par hasard, à un moment dans leur vie, rencontré un Norvégien ou une Norvégienne. Et comment tu l'as rencontré ? Oh là là, alors ça, c'est une très longue histoire. Donc, en fait, je l'ai rencontré à Moscou. Ah oui. Où j'étais parce que j'avais un copain qui avait des ambitions pour être à la tête de la Fédération internationale des échecs. Ah, j'adore. Ouais, non, un truc improbable. Donc, j'étais aux Jeux Olympiques des échecs où j'étais là, mais pas parce que je joue, mais parce que je l'aidais. Je l'aidais au quotidien à faire sa campagne politique. Bon, j'ai fait des études de sciences politiques, j'ai toujours fait des campagnes politiques. Donc voilà, par un copain intermédiaire, on s'est rencontrés. Je me suis retrouvée catapultée à Moscou et dans son équipe, c'est une présentation d'une liste de candidats, il y avait le président de la Fédération norvégienne des échecs qui est devenu mon conjoint pendant certain nombre d'années et le père de mon fils. D'accord. Voilà. Et du coup, tu faisais au départ des allers-retours pour le voir en Norvège ? Oui, voilà, c'était ça. Toi, tu es d'où à la base ? Oh là, je vais dire plutôt où j'ai habité. Donc, Paris, le sud de la France, du côté d'une petite ville qui s'appelle Martigues. Voisin d'Alban. Ah, mais attends, on a plein de choses à se raconter. Voilà. Ouais. Et ensuite, mon père a eu un job. Il est parti en expatriation à Édimbourg. Donc, en gros, il travaillait dans le milieu du pétrole. Donc, Édimbourg, j'ai aussi passé à Oxford pendant 1 an et Oslo. En fait, maintenant, Oslo, c'est l'endroit où j'ai pratiquement vécu le plus longtemps. Et du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à déménager là-bas ? Comment il t'a convaincu ou... Le bébé. Voilà. Oui. On a eu à un moment un fils qui est né à Paris. C'était mon choix plutôt d'accoucher à Paris parce que à l'époque, je connaissais pas la langue. Donc je me suis dit, puis il y a ma famille. Voilà. Donc j'étais mieux à Paris. Mais à ce moment-là, je travaillais pour une boîte qui s'appelle Ericsson. Et Ericsson a vraiment fait un énorme plan social environ
50% des gens au niveau mondial. Donc, j'étais en congé maternité et mon chef m'appelle et il me dit, voilà, on va vraiment réduire l'équipe, je te propose de rester. Oh. Et moi, je dis, en fait, non. L'opportunité fait le larron, donc je vais récupérer un petit package et puis avec ces sous, je vais pouvoir profiter un peu plus longtemps du congé maternité et puis faire une petite tentative de la Norvège. Mais c'était jamais dans l'idée d'y rester. Et j'arrive avec mon fils qui avait 3 mois, 4 mois, c'était vraiment un nourrisson. Et je me rends compte très rapidement qu'au-delà de l'aspect vie de famille, je lui offrais 2 choses. Un, l'opportunité d'être vraiment dans du franco-norvégien. C'est-à-dire que la Norvège en France, c'est tout petit, il y a très peu de Norvégiens. J'aurais dû travailler beaucoup pour lui donner les deux cultures. Il aurait fallu trouver des moyens d'y arriver. Moi-même, j'ai un background familial mixte. Je voulais lui donner les deux. Voilà, donc j'ai vraiment travaillé dans cette optique-là. Et la deuxième chose, c'était, vous avez des enfants jeunes, donc c'est un hôtel 5 étoiles, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc, je me suis dit, voilà, je suis arrivée en août avec lui, aux alentours du 15 août, et en octobre, j'ai déposé les papiers pour faire l'oppholdstilllatelse, donc le permis de s'installer en Norvège. Et donc, c'est arrivé évidemment très très vite, parce que, dans le cas de réunir la famille. Ouais. Et donc, c'est vraiment un peu, comme tu disais, cette opportunité. Oui. À la base, tu n'en es pas une, donc c'est déjà super d'avoir envisagé ça. Mais c'est ça qui a déclenché votre projet d'installation en Norvège ? Lui, le papa était en Norvège. Ok, Et il toujours à avait, l'époque. Ok. et lui, il a un métier qui faisait que c'était beaucoup plus difficile pour lui de s'expatrier. Donc, il a fait sur les années où on a été ensemble sans enfants, il y avait des périodes où il était plus à Paris. Il y a eu des périodes où j'étais plus à Oslo. Donc, on a fait un petit peu toutes les combinaisons. Mais c'est vrai, une fois que tu as une vie de famille, c'est un peu n'importe quoi d'être sur deux pays. Ouais. La question ne s'est pas posée. Moi, je me la suis pas posée. C'était juste une opportunité. J'avais tout d'un coup un peu d'argent devant moi, l'envie de faire un petit peu un congé maternité à la norvégienne. Ouais. Si j'avais été résidente norvégienne, c'est ça qui m'avait dit, si tu viens et que tu accouches, on aura quelque chose. Voilà, je me suis dit, non, je préfère faire tout ça en France. Donc, il a vécu 3 mois en France. Donc, une fois ici, c'était un peu une évidence, même si je ne recommande pas de s'installer au mois d'octobre. Tiens. Je ne sais pas, vous êtes arrivé aussi en octobre ? Non, en août. Ah ouais, d'accord. Non, on a discuté de notre arrivée dans un autre épisode. Ok. Et pour le coup, ça a été au début... ça a été août 2018, et je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais les Norvégiens en parlent comme de l'été indien. Je comprends que quand tu arrives, tu te rends compte que c'est quand même un peu un paradis pour construire sa famille. Qu'est-ce qui a été, en revanche, le plus difficile en s'installant ? Trouver un travail. Donc, en fait, j'arrive, je n'ai pas de travail. J'ai le petit bébé, et donc, du coup, c'était vraiment l'idée de garder un peu de temps pour lui. Mais il fallait quand même avoir une petite rentrée d'argent parce que c'est pas donné, la Norvège. Ouais. En partant de France, je dis à des gens que je me mets très rapidement en freelance. Et donc, j'avais une espèce d'équilibre qui était du temps pour l'enfant, travailler. Mais le problème, c'est que tous mes contrats étaient à l'extérieur de la Norvège. Donc, je cherche du travail. Je me rends compte rapidement que la langue est indispensable, non seulement pour la vie de couple, la vie de famille, mais aussi pour le travail. Et du coup, je prends des cours. Et à l'époque, je pense que c'est fini maintenant, mais si tu venais dans le cadre d'une réunion familiale avec un citoyen d'un pays nordique, tu avais 800 heures de cours gratuits. Ah, génial, ok. Oui, alors maintenant, je crois que c'est juste pour les réfugiés. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, je vais à ces cours et je me dis, non, mais tu vas pas faire que apprendre le norvégien, quoi. Et à un moment, la prof explique que, voilà, on a fini la grammaire. C'est vrai que c'est pas une grammaire qui est archi difficile. Ça, c'est clair. Non, Ouais. C'est justement pour ça qu'on s'est malheureusement pas, nous, empressés. Mais c'est vrai. Voilà. Donc là, alors, en bonne française, je me dis, ah bon, il n'y a plus rien à apprendre. Donc, on va aller pratiquer. En fait, j'ai arrêté les cours, mais j'ai pas franchement pratiqué, quoi. Et du coup, je me suis trouvée dans une espèce de truc qui a fait que si j'allais trouver du travail, mon norvégien n'était pas super au top. Il fallait que ce soit dans un environnement international. Donc, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis 4 ans. T'inquiète pas, il y a des gens qui sont là depuis 6 ans et ils sont loin d'être impeccables. Non, mais 4 ans à trouver du travail. À trouver du boulot. À trouver du boulot. Ah ouais. Sinon, Ouais. c'est quand même... Ouais. Est-ce Donc que ça, je le dis. Je le dis aux gens qui arrivent. Et tu penses que c'était la langue qui faisait barrière ?
Dans un métier où le contenu de ce que tu écris importe, où la langue importe. Oui, parce que du coup, en Je suis marketing... pas ingénieure, je suis pas informaticienne, je suis pas quelqu'un qui travaille avec des chiffres, je travaille avec la langue. Et, Donc, et le norvégien, au bout de 4 ans, tu le maîtrisais non. Est-ce que tu parlais norvégien avec ton conjoint, du Non. coup ou non? Non. Donc, il y avait français, anglais, norvégien à la maison. Moi, ayant pratiqué l'anglais, vu que j'ai habité en Écosse quand j'étais petite, l'anglais, c'est comme le français pour moi. J'avais pas besoin du norvégien. Enfin, vous savez comment c'est au début. Voilà. Oui, parce que dans ton quotidien, aller faire tes courses, l'anglais, ça suffisait même à l'époque. Ah oui, largement. Ouais. Ça a freiné les choses en termes de la possibilité de trouver un travail qui soit dans un cadre norvégien. À un moment, je rencontre une agence de marketing norvégienne qui est très, très particulière, enfin très innovatrice par rapport à un truc traditionnel. Et eux, je sais pas, ça tilte et ils me proposent de m'installer dans leur bureau. J'étais une source d'inspiration. C'était un win-win parce que pour moi, je me retrouvais dans un milieu norvégien professionnel pour la première fois de ma vie, quoi. Mais alors du coup, quand tu dis ils me proposent de venir dans leur bureau, c'était en tant qu'employé ou tu t'es toujours... Non, juste m'installer. C'était comme si c'était aujourd'hui, c'est-à-dire j'arrivais avec mon ordinateur et... Les prémices du coworking. Ouais, voilà, c'est ça. Okay, ouais. Et ils étaient... Je te dis, ils étaient très, très en avance sur plein de trucs. Maintenant, ils se sont éparpillés parce que la boîte n'existe plus. Mais quand je lis les articles, en particulier sur les 2 fondateurs qui font encore des trucs... c'est des gens marquants, quoi, en Norvège, par rapport aux études d'opinion en particulier. Tout ça pour dire que ça a facilité mon intégration parce que je me retrouvais pour la première fois au quotidien avec des Norvégiens qui n'étaient pas simplement mon conjoint. Et est-ce qu'avant ça, parce que tu dis que tu t'es retrouvé avec d'autres Norvégiens que ton compagnon au quotidien, est-ce que vous aviez quand même, en plus tu avais l'habitude de venir déjà avant votre installation, est-ce que tu avais un noyau social aussi ici ? Oui, à travers lui, mais qui était parce que c'est pas un Norvégien, alors il n'aime pas faire du ski, voilà. Donc il y avait voilà, donc c'est pas un vrai Norvégien. C'est un Norvégien avec 2 passeports et d'identité et très Oslo. Voilà. Ok, en plus. En plus, donc il a grandi à Oslo, toute sa vie à Oslo, Nordstrand, enfin voilà, c'est très très marqué, même un quartier d'Oslo. Donc les gens autour de lui étaient très internationaux. J'ai pas eu vraiment une intégration norvégienne, donc je l'ai cherché, donc famille Barnhage comme vous, c'est-à-dire donc une crèche pour l'enfant où il y avait une implication des parents. Et puis, en fait, la deuxième chose que j'ai faite, j'ai cherché des gens qui me ressemblaient. C'est-à-dire que je suis allée à la PMI, à Helsestation, ça s'appelle ici, avec l'enfant pour les contrôles réguliers. Et j'ai très rapidement posé la question, disais, est-ce que là, vous avez des femmes francophones qui viennent vous voir ? Trop bien. Et quelle chance, dès que j'ai posé la question, elle m'a dit, ah ben justement... J'en connais une autre, je vais lui demander si elle est OK pour avoir ton numéro. Et boum, de là, je suis rentrée dans un petit cercle que j'ai encore de mamans franco-norvégiennes qui avaient eu des bébés à ce moment-là. Donc, j'ai fait un Barschelsgruppe. Donc, le Barschelsgruppe, pour expliquer, c'est quand tu as un enfant, tu es dans une cohorte de parents qui ont eu un enfant au même moment et qui se retrouvent pour faire des activités en commun. Donc, on a créé notre petite Barschelsgruppe franco-norvégien. Et toi, ça existait, le Barschelsgruppe à ton époque? Oui, d'accord. Barschelsgruppe, mais toi, tu as fait ton groupe français. J'ai fait mon groupe français. Génial. Trop bien. Enfin, francophone. Ouais, francophone. Les personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là sont encore des amis. Trop bien. C'est génial parce que tu as été là. C'est très culturellement norvégien, ces groupes de naissance. Ouais. Mais certains se suivent toute la vie. C'est ce que j'essaie d'expliquer parfois à d'autres personnes. Des adultes aujourd'hui ont fait la même école, le même collège, même lycée, mais certains, même les mamans, se connaissaient dans le groupe de naissance. Donc c'est quand même incroyable. Voilà. Et toi, tu as fait ça quelque part. Alors, on a fait ça, mais c'est tout petit. Et puis, forcément, comme on est des expatriés, il y en a qui sont partis. Ouais. De ce groupe-là, nous restons 3. Les garçons, c'est 3 garçons qui sont nés au même moment, qui ont, pour certains, été au même Barnhage et qui sont meilleurs potes, quoi. Ah, c'est génial. C'est incroyable. C'est fou, ça. Donc, on a fait notre petit truc à la norvégienne. Ton fils, maintenant il a 22 ans, c'est ça ? Il a toujours été dans le système éducatif norvégien ? Non, il a commencé en Barnhage, donc en crèche / école maternelle norvégienne. C'était très difficile, on a parlé tout à l'heure
de trouver une place. Donc on a un peu... on a dit la vérité, hein, on a dit qu'il n'y avait pas de Norvégien à la maison. Et du coup, ça l'a propulsé pour avoir une place. De même que son meilleur pote, enfin, son ami d'enfance. Mais à un moment... Alors, il faut comprendre que moi, mon parcours, il a été de me retrouver tout d'un coup en Écosse, à l'âge de 8, presque 10 ans. En gros, je suis passée d'une petite école primaire à côté de Martigues, du jour au lendemain, au mois de janvier ou février, à une école primaire uniquement en anglais, en Écosse. Waouh. Ouais. Et là aussi, j'imagine Chaud. qu'avant Gros ça, changement. tu suivais les élèves un peu de classe en classe et que là, boum, tu changes tout, quoi. Tu changes Tout. ton quotidien, ta maison, la langue. La tes amis, langue, tout. ouais. Tout. Ils ont fait ce choix, mes parents. Enfin, je pense que les parents d'aujourd'hui ne font pas forcément les mêmes choix, mais bon, ça a été quand même pas évident, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et nos parents nous parlaient français, mais nous on parlait anglais. Voilà. Donc je savais que de mettre un enfant dans un système scolaire d'une autre langue, ça veut dire que c'est cette langue-là qui va dominer. La langue du système scolaire, donc. Ouais. Ok. Parce que l'enfant, et moi j'étais cet enfant-là, donc je parle de mon vécu d'enfant, veut être comme les autres. Bien sûr. Donc il y a eu plein de choses qui sont passées dans ce moment-là de ma vie où j'ai vécu la différence. Et je sais qu'en tant qu'enfant, c'est pas facile. La deuxième chose, c'est que pendant ce moment de vie, si on voulait entretenir le français, d'abord moi, en tant qu'enfant, j'étais récalcitrante. Et donc il y a eu quelques moments... Alors, mes parents n'ont pas été trop dans ça, mais je me rappelle de moments où fallait s'asseoir le week-end et faire des dictées. Ah oui, quand même. Oui, parce que sinon tu perds la langue. Enfin, moi, j'en ai des séquelles. Alors, je ne veux pas dire qu'elles sont horribles, mais faute d'orthographe, Ça- voilà. C'est une langue difficile. Je voulais vraiment qu'il ait cet équilibre. C'est lui. Un papa norvégien, une maman française, ça, c'est lui. Et donc, je voulais qu'il ait cet équilibre à tous les moments. Et donc, il a commencé en barnehage, en crèche norvégienne, mais à un moment, moi, je ne voulais pas que ce soit moi qui ai le boulot de lui apprendre le français. Je ne parle pas de l'oral, je parle de l'écrit et du lu. Et donc, j'ai délégué ça à l'école française. Donc, je l'ai mis là-dedans. À partir de quelle classe ? Il est rentré en moyenne section de maternelle. Tout simplement, après, c'est quel enfant tu as en face de toi. Et il se trouvait que c'était quelqu'un qui était très scolaire, même à l'âge de 4 ans, c'est-à-dire à déchiffrer les lettres. Et donc, le barnehage norvégien, c'était bien, mais c'était que du jeu. Pour expliquer quand même la différence, c'est qu'une école maternelle norvégienne et une école maternelle française, c'est très différent. La Norvège, ça va être beaucoup plus dans le jeu, dans la nature, dehors, apprendre... L'autonomie, le quotidien un peu, on va dire. Voilà, et l'école maternelle française, ça va être beaucoup plus scolaire, avec des acquis précis à avoir pour ensuite la primaire. J'étais plus au départ dans l'idée qu'il rentre plus tard, enfin je veux dire plus proche de la primaire que là où il est rentré, mais ça lui correspondait. Et il s'y retrouvait comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire qu'avec des enfants qui étaient comme lui. Dans le culturel, je veux dire, à tel point qu'un jour, plus tard, quand il était en primaire, ils ont travaillé sur les origines, la généalogie, tout ça. Et puis, il rentre de l'école et il me raconte qu'il y avait une petite fille dans sa classe extraordinaire. Elle est franco-française. C'est trop chou. C'est fou. Elle a ses deux Alors, parents je lui dis, français. écoute, en fait, ça, c'est le modèle dominant en France. Ouais, c'est trop drôle. Mais Il y a des pour lui, franco-français. il y a des franco-français, ça existe, voilà. Mais pour lui, c'était pas le modèle dominant, ni dans son quotidien à lui, ni dans sa classe. Oui, c'était soit tu as 2 parents norvégiens, Soit tu as un parent d'un pays, norvégien et de l'autre, soit tu as 2 parents qui sont pas norvégiens. trop drôle. Et son père était favorable, Ok, oui. donc j'ai pas eu ce débat. Et vous habitiez proche de l'école française ? Parce qu'il y en a qu'une, enfin il y en avait Oui, qu'une. il y en Flo a qu'une qui a toujours été au même endroit depuis les années 60. Oui, donc ça se posait pas la question, c'était facile de s'y Oui, rendre. oui. Tu fais un choix de vie qui s'articule autour de ça, quoi. Et oui, c'est D'accord. vrai. Oui, ça reste une contrainte logistique, on va dire, en tout cas. Oui, peut-être. parce qu'il faut y aller, voilà. J'ai eu le bonheur à l'époque, non mais alors ça c'était bingo total, c'était qu'en fait mon bureau, donc quand j'ai trouvé mon travail, le bureau était quasiment en face
tu vois, à Soliplace, quoi. Ah oui. Donc pendant des années, je me suis retrouvée avec un bureau qui était à 2 minutes à pied de l'école, quoi, royal. Le bonheur, ouais. Ah non, Ce qui aujourd'hui, j'imagine, pour en tout cas toutes les grandes entreprises, c'est plus très stratégique, le quartier dans lequel se situe le lycée français. Ouais. Pas du tout. Mais il est très bien desservi, donc c'est pas un handicap. Du coup, il a fait toute sa scolarité là-bas? Ça n'a pas été le choix de base, mais on a fini comme ça, oui. Mais à un moment, c'est devenu son choix. Il a fait son avis, ça lui allait Voilà, bien. ça lui allait très bien pour un tas de raisons. Il a fait de la maternelle au lycée. On a eu une année à Oxford. Il est passé en lycée norvégien en seconde ou en première, avec un objectif particulier. Il voulait faire un bac L, qui à l'époque existait. Et en fait, le lycée français n'était pas certifié pour faire un bac L. Pour que le lycée puisse scolariser les enfants dans une section de bac, il faut que un certain nombre de professeurs soient certifiés par rapport à certaines matières, et c'était pas le cas. Et du coup, l'option qui se posait à lui, c'est que s'il avait voulu rester au lycée français et faire un bac L de l'époque, il fallait qu'il fasse beaucoup de trucs par correspondance, en ligne. Oui, avec le CNED. Le CNED, voilà, il y avait le CNED pour des matières importantes. Et alors ça, c'était le deuxième truc qui m'a vraiment pas du tout plu. C'est qu'il aurait fallu qu'il passe son bac à Stockholm ou Copenhague. On a cherché d'autres options. Il a fini par faire une tentative à Blindern en IB, International Baccalaureate. Ok. Mais en section littéraire? En section littéraire. Donc là, c'était du coup en anglais? C'était en anglais. Okay. Mais tu pouvais faire aussi des trucs en français, certains modules, je sais pas quoi. Bon. Mais il est rentré en août. Socialement, il s'est bien intégré, il n'y a pas eu de problème. Mais il a conclu en novembre qu'il souhaitait retourner au lycée français. Donc il est retourné, mais il n'a pas fait bac L. D'accord. Mais c'était un choix. Enfin, je veux dire, toi, tu as 17 ans, tu as les envies, elles sont exprimées, elles correspondent à quelque chose. À ce moment-là, on s'est projeté. Donc, OK, si tu fais ça, ça veut dire qu'ensuite, les études universitaires, ça serait ça. Et du coup, il a été faire ses études en France ou Oui, il est en France. D'accord. Donc après le bac, il est parti en France. Il est parti en France et il est actuellement en master à Sciences Po à Paris. J'entends parfois que quand on est à l'école française, c'est plus difficile de se faire des amis avec... surtout quand on est plus petit, les enfants du quartier, parce qu'on ne va pas au Barnéhague local et tout. Comment ça s'est passé pour lui? Est-ce qu'il avait du coup plutôt des amis du lycée français qu'il arrivait quand même à voir en dehors? Parce que j'imagine que le lycée français, c'est plus éparpillé, là où les gens habitent. Ou est-ce qu'il arrivait quand même à connecter avec les gens de son quartier? Alors, tu peux connecter. Ce qui est important, je pense, pour éviter ce biais, c'est que toutes les activités extrascolaires ne soient pas au lycée. Tout était en extérieur. Alors, il en faisait aussi au lycée, je ne vais pas nier. Il a fait un petit peu de tout. C'est sûr que sa base d'amis d'enfance sont des gens qui ont fait le lycée français comme lui, mais qui aujourd'hui se retrouvent... il a été le bac Covid. Donc, du coup, c'est une génération, alors, je ne sais pas maintenant et je ne sais pas avant, mais cette génération-là de bacheliers du lycée français, beaucoup ont fini en Norvège. Il fallait quand même oser partir à ce moment-là, bien sûr. en année Covid, à l'étranger. Voilà. Je ne dis pas que c'était très, très, très courageux de sa part, mais bon, il y avait beaucoup qui ont fait plutôt le choix de la Norvège. Deuxième chose, enfant, ça donnait des activités qui faisaient qu'il était avec des enfants norvégiens du quartier, étudiants. Il est dans l'association des étudiants norvégiens à l'étranger. Enfin, voilà quoi. Ah, super. Oui, donc il quand même, si tu veux, je pense que quand t'es binational, tu revendiques ta nationalité minoritaire par rapport à là où tu te situes. Par rapport à là où tu te situes. Donc tu vas être plus norvégien en France et plus français en Norvège, par exemple, tu vois, pour défendre un petit peu ta particularité et garder cette culture, cette langue. C'est super intéressant parce que c'est vraiment les questions qu'on se pose, notamment le système scolaire. Aussitôt qu'on attendait l'aîné, on se posait la question. Et l'identité. Tu as en partie répondu peut-être déjà pour ton fils, mais je voulais aussi savoir par rapport à toi. Après toutes ces années, comment tu vis la France, la Norvège et ta propre identité? Moi aussi, je viens d'un couple mixte culturellement. Et ensuite, j'ai vécu dans un tierce pays quand j'étais enfant. Donc c'est waouh. Il y a pas mal de choses qui brassent. Au final, t'es toi, quoi. Voilà. Et t'es un peu unique. Alors, c'est vrai que, par exemple, le mélange que j'ai, moi, qu'à mon fils, qui est franco-arménien-norvégien,
Il n'y en a pas des milliers. Non, c'est clair. Mais quand on en rencontre, on est assez subjugué, quoi, tu vois, de dire, ah bah ouais, il n'y a pas que nous, quoi. Bon, alors c'est 1 ou 2 individus. Hein. Quand on rencontre ce mix-là, tu n'es pas là en train de parler de l'identité, parce que l'identité, c'est toi qui l'as construit, je veux dire. J'ai l'habitude de dire que je suis de là où j'ai habité. Mais du coup, est-ce que, parce que maintenant, ça fait 20 ans que tu es en Norvège, plus de 20 ans, est-ce que tu te sens norvégienne ? Alors, j'ai le passeport. Ok. C'est une acquisition récente. Bravo. Oui. Ça veut dire que la langue a été validée. Oui, au niveau où il le fallait, voilà. Mais bon, ça va. Maintenant, je suis dans une phase beaucoup plus d'intégration. Avant, j'étais vraiment purement immigrée. Maintenant, je suis norvégienne d'origine étrangère. Depuis cette année, j'ai adhéré à un parti politique. La politique est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je suis revenue membre du parti Arbeiderparti par conviction, surtout par rapport aux élections qui arrivent, où je ne souhaite pas qu'il y ait une très forte domination de l'extrême droite en Norvège. Et ça me propulse depuis quelques mois dans énormément de rencontres et de choses que j'apprends sur la Norvège. Mais génial. eux-mêmes, c'était assez amusant. Quand je suis arrivée au sein de la section du parti dans mon quartier, quelqu'un rapidement, sans que je demande quoi que ce soit, m'a dit « Je vais te proposer de faire partie des militants qui vont travailler sur la campagne électorale à venir vis-à-vis des minorités multiculturelles. » Donc, ils m'ont renvoyé à mon statut d'immigré, mais de toute façon, je le suis. Oui, bien sûr. Donc, je ne combats pas cette idée « je suis immigré ». Point. Je parlerai toujours avec un accent, très mal. Tu vois, je suis immigrée première génération, quoi. Je ne suis pas intégrée. Et ça a été intéressant de me dire, j'arrive, je dis bonjour, je m'appelle Véronique. J'ai tout de suite dit, je suis d'origine française, voilà. Je me retrouve là-dedans. Et je m'étais préparée, je me dis, il va y avoir des Pakistanais, des Somaliens, des Érythréens, des Indiens, pas de Français. Hein. Et effectivement, il n'y avait pas d'Européens. Mais quand ils ont parlé des difficultés et des problèmes qu'ils ont, 90% des problèmes et des questions qui comptaient pour eux, c'est des questions qui comptent pour la communauté française en Norvège. Barnevern, qui est l'office qui s'occupe de l'aide à l'enfance pour l'enfance maltraitée. Typiquement, le racisme, l'intégration, le fait d'être différent, le fait de pratiquer sa culture, de parler sa langue. Donc, t'es immigré, hein. Donc tu le restes. Hein. C'est super intéressant parce que ça fait 6 ans qu'on est ici. On n'a jamais trop eu besoin de la langue. On a fait l'effort quand même de prendre pas mal de cours pour s'améliorer. C'est toujours pas fluide. Là, avec les enfants, je trouve que c'est un niveau supérieur parce que, peut-être un peu comme tu l'as dit, nous, étant tous les deux français, on a vraiment envie qu'elle puisse s'intégrer à fond. On ne veut pas être un poids pour elle. Donc on joue le jeu. Là, on a mentionné la dernière fois la fête d'Halloween, laquelle on s'est rendu. C'était un moment un peu solennel pour nous. Mais entre l'expatriation et l'immigration, chaque Français qui s'expatrie à l'étranger, c'est fun, c'est cool, mais en fait, on reste immigré. Et je me rends compte aujourd'hui, quand je suis entouré de parents norvégiens, que j'essaie de marmonner mon norvégien, ou bien alors que j'essaie du coup de changer à l'anglais pour que je puisse les comprendre, c'est un poids, c'est dur. Et ça met un coup à ta confiance en toi, à tes questions d'identité, c'est vraiment difficile. Mais d'un autre côté, c'est aussi sur ça que je me dis, ça nous rend tellement fort de vivre ça au quotidien. Parce qu'on se confronte toujours à des choses que parfois ce sont des petites claques. On parle beaucoup maintenant, on est très sur la santé mentale, les micro-agressions. Parfois c'est très très bien, il va y avoir beaucoup de discrimination positive, mais parfois sans s'en rendre compte, on se prend des claques sans le vouloir, et après il faut arriver à les digérer. Donc c'est super intéressant d'entendre un peu ton vécu sur ça aussi. Ouais. Ah non, moi je suis fondamentalement une immigrée. Ouais. Voilà, point. Donc du coup, même par rapport à ce qui se passe en France, ou ce qui se passe en Europe, ou ce qui se passe dans le monde, je ne suis pas une réfugiée, hein, voilà, j'ai pas quitté la guerre. Ça a été un choix, un moment, pour des raisons XY dont on a parlé tout à l'heure. Mais je suis et je resterai une immigrée. Un exemple, alors je ne sais pas si vous vous rappelez de Raphaël Poiré. Raphaël Poiré, c'était un très grand skieur, un biathlon, des années 90, début des années 2000, et il se trouve qu'il s'est marié avec une très grande athlète de biathlon norvégienne, dont le nom m'échappe. Ouais. Bref, ils étaient un couple très connu dans les médias norvégiens quand je suis arrivée en Norvège.
Et à l'époque, Raphaël Poiré donc, commence à s'intégrer en Norvège. Je ne sais pas à quel point il vivait en Norvège, mais bon, il apprend le norvégien. Et il fait une interview en norvégien. Et là, je me dis, waouh, quoi, t'as un très très fort accent. Lui. Et là, j'étais avec des Norvégiens et les Norvégiens disent, ah bah il parle comme toi. Oh la vache! Ouais, exactement. Donc là, le coup de poing dans le ventre. Et là, je me suis dit, ah ouais. Non, mais bon, d'accord, quoi. Donc, je n'aurai jamais un accent de Bergen ou... voilà, c'est clair, quoi. Non, puis à savoir que le norvégien, c'est pas parlé de manière égale dans toute la Norvège. Ils ont des accents spécifiques. Et donc maintenant, je n'hésite pas, j'y vais franco. Je dis, voilà, j'ai un accent, quoi. Tu vois, donc cette histoire de se sentir plus petit ou, voilà, ou différent, ben oui, je le suis. Et on va pas le cacher. Non. Puis je trouve que du moment que les gens te comprennent et que tu comprends les gens... Tout à fait d'accord. C'est déjà génial. C'est le principal. Moi, ça me rappelle quand on était en Amérique latine. Je parlais espagnol avec un très fort accent. Mais moi, du moment que les gens pouvaient me comprendre et que je les comprenais, eh ben, tant pis pour l'accent. J'aurais préféré avoir un super accent latino, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir communiquer, je trouve. Mais Alban a raison, parce qu'il y a des fois, sur certaines personnes, ça joue des complexes. Et même moi, je pense inconsciemment, t'as des complexes, t'hésites à parler, tu vois. Mais... Et du coup, je me force, quoi. Non, mais moi, la première, hein, surtout en norvégien. En tout cas, le feedback que j'ai de nos amis norvégiens, du moment qu'on fait l'effort d'apprendre la langue, même si on a un super accent, ils seront hyper contents qu'on leur parle en norvégien. Et pour revenir sur la notion un peu d'identité ou de complexe qu'on peut développer, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, quand on était collègues, je l'avais jamais ressenti. Puis j'ai changé d'entreprise. Et même si j'étais très bien accueilli, il y a une très bonne culture, je pense qu'ils n'en sont pas au même niveau. Et j'ai commencé un peu à ressentir que j'étais plus l'expatrié qui avait vécu dans beaucoup de pays, qui avait appris plusieurs langues, qui était audacieux, on va dire, quelque part, de faire tous ces choix de vie. Je me sentais comme une moins bonne version qu'un Norvégien. Et ça a été difficile. Maintenant, je prends du recul sur ça. Il m'a fallu digérer un peu toute cette année. Mais voilà, je le mentionne parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément peut-être en arrivant dans un pays. Certains vont peut-être avoir des difficultés dès le début pour se faire accepter. Ça n'a pas été notre cas. Le travail se passait bien, le cercle social se passait bien. Et puis, tu te heurtes à différents âges, différentes cultures, différentes réactions de personnes. Et ça peut te renvoyer une image de toi-même qui, si tu n'es pas suffisant, c'est pas assez bien ce que tu fais. Au bout de 6 ans, je suis difficile quand même avec moi à me dire « Mais pourquoi tu parles toujours pas couramment norvégien ?» C'est plus l'appréhension que là, si tu veux évoluer dans ta boîte actuelle, tu as l'impression qu'il faut absolument parler norvégien. C'est vrai. Ce que tu n'avais pas avant. Et comme tu dis, les impressions aussi, c'est parfois des choses qu'on s'impose. Oui. Donc c'est délicat. Est-ce que toi, d'ailleurs, dans le cadre du travail, quand tu as fait la bascule un peu système français, système norvégien, ou en tout cas quand tu as commencé à rejoindre des grandes boîtes, est-ce que tu as eu des bonnes surprises, des mauvaises surprises un peu, ou est-ce que tu as vu les choses évoluer au cours du temps ? Bon, c'est lié aussi à la boîte, hein. Moi, j'ai jamais eu comme ambition d'avoir le passeport, oui, d'être intégré, oui, de me sentir bien dans ce pays et de le faire le mien, oui. Mais de devenir norvégienne, non. Parce que ici, il y a un système scolaire qui fait qu'en fait, les gens se connaissent depuis la naissance, hein, quasiment. Et c'est un tout petit pays. Ils se connaissent tous. Et je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive assez fréquemment de me retrouver dans une soirée où il y a des Norvégiens que je ne connais pas. Et en l'espace de 2 ou 3 phrases, on va se trouver une connexion. C'est-à-dire, ils connaissent quelqu'un qui travaille dans la même boîte que moi. Moi, j'ai pratiqué un sport où je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Voilà. Donc, c'est très, très étriqué. C'est un village. C'est incroyable. Et ça, d'ailleurs, pareil, je ne m'en rendais pas compte dans mon ancienne boîte. J'ai changé de boîte et puis je vois tous les mêmes visages, quasiment. Alors, je grossis le trait, bien sûr, mais que ce soit les consultants ou les gens internes, c'est vraiment les chaises musicales. Tout à fait. C'est tout petit. Pour l'anecdote d'ailleurs, en disant que c'est tout petit, t'es quand même arrivé au boulot un jour et tu reconnais une dame. Et tu te dis, je la connais de quelque part. Ah ben c'est la dame qui nous a racheté notre appartement. Ouais. La vache. Voilà. Oui, non, mais c'est impossible de se balader à Oslo, et je pense que c'est encore plus vrai dans d'autres lieux de Norvège, sans tomber sur des gens au quotidien. Hein. T'es pas anonyme. Moi, je ne peux pas récupérer, je suis arrivée, j'avais 36 ans, je ne peux pas récupérer 36 ans de non-Norvège. Bien sûr. C'est irrécupérable. Donc du coup, mon identité, c'est moi, avec le parcours que j'ai eu avant, comme le parcours que vous avez eu, qui a été multiculturel, différent ailleurs. Et tu arrives et tu essayes de te sentir bien là où tu es et d'y contribuer.
Et ça s'arrête là. Je ne vais pas essayer d'être à leur niveau, ça rime à rien. Ouais. Et de toute façon, ils vont me renvoyer, comme je vous ai expliqué par rapport à l'expérience récente. C'est vrai, voilà, je ne peux pas le nier. Je ne suis pas née ici. Mon fils, c'est pareil. Pour moi, il est franco-norvégien. Ça veut dire qu'il est franco d'un côté, norvégien de l'autre, et que dans les deux pays, quelque part, c'est un étranger. C'est bizarre, hein. Et oui, complètement. Mais je suis aussi très marquée par le fait d'être passée par un système français. Je suis en France, je vais entendre des trucs que je ne vais pas comprendre. Je suis ici, alors je vais les comprendre mieux, mais en miroir. Je pense que ça ne marche pas d'essayer de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Et c'est une force. Mais complètement, c'est pour ça je trouve que c'est important de montrer combien c'est une richesse, peut-être à la base, d'arriver en tant qu'expatrié et de se sentir immigré. Ça, c'est une difficulté. Mais au quotidien, malgré toutes ces difficultés, pour moi, on est riche. On est riche des expériences qu'on vit, même si certaines peuvent être difficiles. Et je pense que voilà, au bout de quelques années, si d'autres personnes sont amenées à peut-être vivre ce que tu as vécu, ou moi un peu une des phases que je traverse actuellement, bah c'est OK. Mais avant tout, on est soi. Ouais. Pas besoin d'être norvégien, on est soi en Norvège. Tu as toujours de la famille, des amis en France? Et comment tu vis l'éloignement? Ou comment tu l'as vécu en tout cas toutes ces années? Pour ton fils aussi? Et d'ailleurs, quand tu as annoncé que tu étais installé en Norvège, comment ça s'est fait tout ça? Il y avait une logique qui les a pas surpris parce que j'étais avec un Norvégien depuis très longtemps. oui. C'était pas étonnant. C'est la Par contre, continuité. j'ai longtemps vécu dans l'idée du retour. Alors, il se trouve que depuis, on s'est séparés et que maintenant, j'habite ici avec un Allemand. Voilà. Donc, c'est une autre configuration. C'est-à-dire Ouais. qu'on est tous les deux immigrés. C'est un Ouais. petit peu comme vous, Ouais. du coup. Voilà. Et c'est pas du tout pareil Exactement. que d'être dans Avec un un couple auberge. avec un Norvégien ou une Norvégienne qui est où tu es chez lui ou chez elle. Ça n'a rien à voir. Je vais dire, c'est beaucoup plus facile pour moi. Parce Eh qu'on oui. est tous les deux dans notre rôle à l'intérieur de la société, il est le même. Dans notre parcours, il est le même. Dans les challenges et les défis qu'on a, ce sont les mêmes, même si, parce qu'il est allemand, il a d'autres challenges que moi. Je n'ai pas cette tristesse de l'exil parce que je l'ai choisi. Ouais. Ouais. Et que faut se rappeler que je l'ai vécu quand j'étais enfant. Et c'était un moment de bonheur. Et ce qui a été difficile, en fait, ça a été le retour. Alors, on devait partir dans un autre pays, et puis les choses ne se sont pas faites. On a été dans une espèce de limbo pendant quelques mois. Quand Du vous coup, étiez donc en Écosse. en là. Écosse, oui. Et donc, en gros, je crois que comme on est arrivé vers janvier-février, ça devrait se terminer en janvier-février, mais en fait, ça s'est terminé autour de Pâques. Et moi, tout d'un coup, à un moment, j'arrive au mois de juin en 6e en France. Ouais. Alors, j'avais changé. Genre, j'étais en primaire en Écosse, je me retrouve en 6e. Je me retrouve à faire plein de cours que je connaissais pas. Voilà, c'était... Waouh, n'importe quoi. J'ai mon bulletin scolaire de 1 mois en 6e, c'était 0, 0, 0, doit faire des efforts, sinon, voilà. Mes parents ont convaincu que j'avais le niveau scolaire, et c'est C'était vrai une question que, de temps. c'était une question de temps, et ça a marché. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai réalisé, et ça reste encore marqué, et c'est encore plus marqué maintenant que je suis ici, c'est que t'as beau te tenir au courant, t'as beau être dans le coup, en contact avec des Français, t'as un gap. T'as Ouais. des trucs que tu comprends pas, puis des références culturelles. Moi, j'ai 3 ans, je veux dire, je savais pas qui était Claude François. Enfin, des trucs qui pour des Français, C'était Oui. évident. étaient d'une évidence totale. Donc, je n'ai jamais vécu dans la tristesse. Je sais qu'il y a des gens qui ont ça, qui se sentent trop loin de la famille. Et je pense que si c'est le cas, c'est très difficile d'être heureux ici. Moi, j'ai fait un choix. J'ai une sœur qui habite à Londres, donc c'est un peu normal. J'ai des cousins en Irlande, des cousins aux États-Unis, Ah ouais, ouais, un ouais. autre cousin qui est à Malte. On est un peu tous comme ça, C'est quoi. admis. Voilà, Comment c'est- vous arrivez à maintenir le lien à distance? On a fait pendant une période des cousinades qui faisaient qu'on gardait des liens très forts. Moi, je vais régulièrement voir ma sœur qui est en Grande-Bretagne, qui, elle, est anglaise. Voilà, après le Brexit, j'ai une autre sœur qui est, elle, à Paris. J'ai une autre sœur qui est à Pau. J'essaie d'y retourner plus souvent Ok. maintenant. C'est-à-dire qu'avant, c'était des vacances scolaires, Noël, l'été. Maintenant, ça va être tous les 2 mois. Ouais, parce que j'ai déjà des parents, un peu, peut-être, j'ai plus envie de les voir maintenant. Il y a l'âge, Ouais. j'ai mon fils qui est à Paris. Enfin, il y a C'est plein vrai. d'autres raisons qui font. Oui, que, bien voilà. sûr. Tu vois, plus le temps passe, je dis à des collègues, quand tu dépasses 3 ans dans un pays, ça y est. C'est très difficile de passer à autre chose. Je rebondis sur ça parce que, ouais, comme tu dis, l'histoire des 3 ans, tu arrives en France, t'es à la masse. Ah ouais, complètement. Hein. Et en Norvège, en tout cas dans mon cas, moi je m'intéresse peu à l'actualité et tout ça. Je suis toujours un petit peu aussi à la masse, mais j'apprends petit à petit et ça me va comme ça. Alors là, pour le coup, pas de complexe et tout, c'est moins un choix. J'aime pas trop les informations et tout ça. Mais ouais, c'est vrai que je pense qu'au bout d'un moment, t'es un peu entre les deux.
Je sais pas si toi, tu aimes bien la neige, l'hiver. Comment tu vis le climat norvégien? Tu venais du sud, en plus sud de la France. Ouais. Là. Oui, c'est sûr que je préférais qu'il fasse un petit peu plus chaud et que Mhm. quand on arrive ici à 25 degrés, je me sens bien. Et que mes collègues, cette année, je me rappelle, je sais plus quel jour en mai où il a fait super beau. Ouais, il a fait super Et j'arrive au bureau, mais j'étais là, enfin, il fait bon, quoi. Il faisait 25, voilà. Et un collègue qui arrive en même temps et qui me dit, mais je suis en sueur, c'est l'horreur. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Je dis quoi? C'est pas possible. Voilà. Donc bon, t'es acclimaté à ce que t'as connu petit. Ce qui est rigolo, c'est que tu parlais tout à l'heure, bon, je ne suis pas réfugié non plus politique. Je fais la blague, alors je ne sais pas si elle est bonne, mais je me considère déjà réfugié climatique. Parce que pour le coup, moi, j'ai grandi et fait mes études dans le sud de la France. Ouais. Et à partir du moment où j'ai commencé à bosser, qu'il fallait, tu sais, un peu chemise, y compris en été, je me suis dit, mais pas possible en fait. J'avais eu l'occasion dans mes études de partir à Brest, et je me suis dit, yes. J'adore. Il fait meilleur. Tant pis s'il fait gris, il fait juste meilleur. Je peux travailler et vivre au quotidien comme ça. Et en arrivant en Norvège, rebelote, hein, c'est complètement ce qui me va. Et j'en parle à d'autres personnes, notamment une ancienne collègue brésilienne. Elle aussi, beaucoup trop chaud au Brésil. Elle était contente d'avoir plus frais ici. Mais c'est vrai que sur la durée, quand l'été arrive ou quand tu te rapproches, tu as bien envie d'avoir ces 25 degrés qui font plaisir. Quoi. Ouais. Parce que moi, autant j'ai l'impression de m'être habituée au climat norvégien et c'est vrai que j'ai plus de mal à supporter les grosses chaleurs qu'avant ou alors je supporte mieux les grands froids, on va dire. Mais par contre, c'est vrai que l'été, j'ai envie des vraies températures d'été. L'été dernier, on est resté au mois de juillet en Norvège. J'adore pour tout ce qu'on a fait. Mais à la fin du mois de juillet, je lui ai dit, j'ai l'impression de ne pas avoir eu d'été. On n'a pas été gâtés, quoi. Heureusement qu'on avait eu mai-juin où il avait fait super beau. Typiquement, mon père a une super maison en Bretagne. Je lui dis, je suis désolée, j'y vais pas parce que moi, il me faut une garantie de soleil. J'adore, c'est exactement ce que tu as tendance à me dire. Ouais. Chaque hiver est tellement différent. J'avais depuis longtemps acheté des chaussures à crampons, même si j'habite en centre-ville. Et c'est la première fois en 20 ans que je les ai portées plus de 3 jours. Je les ai portées 3 semaines consécutives. Que autour de moi, des gens, c'était pas que les mamies et les papis qui portaient ça, c'était tout le monde, même les jeunes. Donc un hiver verglacé, j'avais jamais eu. Chaque hiver est différent. C'est quoi ton petit conseil pour survivre à l'hiver? C'est vraiment lié, je te dis, à la luminosité. Donc ça va être la vitamine D dès le mois de septembre. On a ce qu'on appelle à la maison une lampe très forte, on l'appelle la happiness lamp à la maison. Et on la met. Je ne suis pas là devant, mais elle est dans la cuisine. Et voilà. Alors nous, petite anecdote, notre fenêtre principale, la baie vitrée, donne sur la nature. Donc il n'y a pas de lumière. Quelque chose qui est important pour nous depuis, ça fait un peu plus d'1 an qu'on y vit. On met normalement déjà des éclairages en gros de Noël à partir de fin octobre, début novembre pour nous renvoyer de la lumière dès 16h ou avant, même quand les jours sont plus courts. Et pour ceux qui se demandent un peu parfois aussi le coût de la main-d'œuvre norvégienne, on a remplacé des fenêtres, donc on nous a dit ne faites pas passer le câble par la fenêtre pour ne pas endommager le joint. Ok, donc installons une prise dehors. Il n'y en a pas. On a demandé à notre ancien voisin électricien devis pour poser la prise dehors. Roulement de tambour, qu'est-ce que tu dirais peut-être, Véronique ? Ouais, plusieurs milliers de couronnes, mais je sais pas si tu touches aux dizaines, mais alors quand même pas. Quand même pas. Je vais parler en euros grosso modo pour que ça parle à ceux qui nous écoutent. Entre 400 et 600 euros. Oui, mais pour la parce prise. Que c'est le coût de la main-d'œuvre. Donc, toi aussi, ton coût horaire. Bien sûr, il est très élevé. Très élevé. Tu vois, le coût horaire de toute personne en Norvège est très élevé. Mais ça fait mal, voilà. Ouais, ça fait très, très mal. C'est d'actualité parce qu'on a reçu l'info hier et je suis en train de la digérer toujours. Le premier mois en Norvège, en gros, on était une famille de 3. Et je regardais les prix et je me suis dit, wow, c'est quoi? C'est n'importe quoi. En fait, j'ai eu un réflexe. J'ai tout noté ce qu'on dépensait en alimentation pour me faire une idée. Donc, j'ai su combien c'était. Même si on n'avait qu'un nourrisson, donc en fait on était 2. Et je suis sortie de cette expérience en me disant, voilà, tant que tu restes ici, ça c'est quelque chose qui ne compte pas. Combien tu vas dépenser pour l'alimentation, tu vas t'adapter, il faut bien manger. Je ne peux pas manger des pizzas Grandiosa surgelées tous les jours. C'est une miette, quoi. Donc je fais beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Je fais partie de quelque chose qui s'appelle Coopérative, qui est un endroit où tu récupères des paniers. Et Coopérative, c'est bizarre, 30 à 40% des gens qui viennent chercher les paniers, ils parlent français. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Voilà, donc tu vas te dire, il y a un truc là. Parce qu'il n'y a pas 30 à 40% des habitants d'Oslo qui sont français. Ça compte, en particulier pour moi, et je pense que c'est un trait culturel.
Et donc, non, je m'interdis rien pour passer ces 6 mois. Mais au début, c'est vrai que je disais, j'ai vécu, au lieu de dire j'ai vécu 22 ans, j'ai survécu 20 hivers. Peut-être, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'il y a des traditions norvégiennes ou des habitudes norvégiennes que tu as adoptées dans ton quotidien comme une vraie Norvégienne? Tout ce qui est schéma pour survivre l'hiver, hein, donc les bougies, la vitamine D, la lampe, La happiness lamp. happiness lamp. Au niveau alimentation, non, on mange plutôt comme les Français et les Allemands. Hein. Ouais. Faut dire ce qui est. Mais est-ce que, par exemple, vous mangez plus tôt? Parce qu'en France, on avait peut-être tendance à Oui, mais manger bon, plus on a tard. aussi une vie maintenant où on n'a pas d'enfants à Oui. la maison. On va faire du sport, donc on va manger Ouais. plutôt comme des Français. Voilà. J'ai un conjoint qui aime beaucoup la nature, qui pratique des sports en extérieur, donc lui il va faire du ski de fond, tout ça, c'est pas mon truc. Je survis sans faire du ski. Bravo, parce que nous, on a tendance à dire l'hiver peut être long si on fait pas, tu sais, d'activité de sport d'hiver. Bah, c'est cool de voir que si c'est possible aussi. C'est possible, c'est possible, mais aussi parce que quand j'ai vécu avec un Norvégien, c'était un Norvégien qui n'en faisait pas. Oui, Donc, voilà. Je sais que Vous faisiez d'autres choses. On faisait d'autres choses, on a plein d'autres choses à faire. Donc, mais effectivement, la nature, elle est à ta disposition. C'est Donc vrai. c'est à toi de l'utiliser quand on a envie. Et pour ceux qui n'aiment pas le ski, alors qu'est-ce qu'on peut faire l'hiver de sympa en Norvège? Ou à Oslo, du moins? Oslo s'est transformé sur un plan culturel Ah d'une manière extraordinaire. Je veux dire, l'Oslo que je venais visiter dans les fin des années 90 n'est pas l'Oslo d'aujourd'hui. Donc il y a déjà le rassemblement qu'ils ont fait des musées. Tu as beaucoup plus d'expos. Il y a une offre ciné qui n'existait pas. Évidemment, c'est pas Paris ou Londres. On va pas... Oui, bien sûr. Hein Ouais, mais je suis assez d'accord. Même, je trouve, depuis notre arrivée, je trouve que ça a vachement évolué. Oui. Et puis ils Alors veulent, que ça ils fait veulent que 6 se ans. rendre attractifs, je pense. Contrairement à Stockholm, on va dire, qui est très très connu aussi par les étrangers, Oslo, je pense, n'a pas atteint le même rang, mais la ville se mobilise énormément, en tout cas c'est mon impression, pour être une ville très très agréable, y compris pour les week-end getaway. Il se passe toujours des trucs. Il se passe toujours des trucs, mais maintenant on a une saison incroyable, on a des aurores boréales en pleine ville. Ah, c'est fou ça. C'est un truc dingue, Ouais. j'ai jamais vu en 20 ans. Quoi. Moi-même, le fameux jour où il y en a eu le plus, là, c'était un jeudi soir, sur mon balcon en plein centre-ville. Ah, génial. Ouais. De fou. Il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire même si tu n'es pas sportif et nature à 110%. Et au contraire, est-ce qu'il y a des trucs que tu ne veux pas adopter de traditions norvégiennes? Y compris culinaire d'ailleurs. Parce que ça peut être un peu parfois délicat. Non, j'ai mangé du lutefisk. Bon, je suis pas très viande, donc je vais pas manger du peanut et tout ça. Ouais. Non, je suis pas réfractaire à quoi que ce soit, mais bon, c'est Même pas le ma fromage culture. en tube? Oui, tout ça je fais. Ah ouais, super. Oui, je fais pas ouais, au quotidien. T'es mais... ceinture noire. Oui, non, mais je fais maquerelle et tomates. Ouais, voilà. Je fais. Oui, non, mais je m'interdis rien, mais c'est pas mon quotidien. Et c'est pas, j'ai pas grandi avec. Donc, Bien sûr. bon, j'ai pas de bunade. Et je me vois pas porter le costume traditionnel norvégien. Voilà. Et je sais que au 17 mai, tu vois beaucoup d'immigrés, je pense deuxième génération, qui vont en porter. Moi, je me vois pas m'acheter et porter un bunad. Ça fait un C'est peu déguisement vrai. peut-être pour nous. Hein. Mais Ouais. pourtant, c'est vrai que j'imagine peut-être nos filles. Ouais, Tu nos vois. filles, Vos je les filles, c'est imagine. évident. Vos filles, c'est évident. Ouais. Ouais. Parce que quand t'es gamin, tu vas être comme les Et autres bien de là sûr, où une fois de t'habites. plus, t'as Ouais, raison. ouais. ouais, Et complètement. puis, elles, ça dépend combien de temps vous restez ici, mais elles sont norvégiennes. Elles sont Ouais. nées ici, c'est leur vie. C'est C'est leur pays, vie, quoi. ouais. Voilà, Ouais. c'est leur vie. Même les Norvégiens entre eux le disent, parce que des fois, tu as des modes de bunade. Si t'es pas de cette région et que tu vas le porter juste parce qu'il est à la mode, moyen, quoi. Bah Ouais, ouais. complètement. Ça perd un peu le sens du Oui, voilà, truc. du Ouais. truc. C'est lié à un attachement à quelque chose. Véronique, c'était vraiment super agréable de t'avoir avec nous. Je pense que tu as encore plein d'autres choses à partager, donc volontiers si un jour tu veux revenir avec nous. Merci pour tous tes conseils et toute ton honnêteté, c'est génial et je pense que ça va autant servir à des gens qui peut-être vivent actuellement en Norvège ou sur Oslo et j'espère aussi autant pour ceux qui ont peut-être projet de s'y installer ou simplement les curieux qui nous écoutent. Pour terminer, j'aimerais te demander, est-ce que tu pourrais partager quelque chose que tu adores de la Norvège ? Le pragmatisme. J'adore. Il y a une solution à tout. Je regarde mes collègues ou mes amis norvégiens dans la difficulté et comment ils s'en sortent. Ok. Ouais, c'est Et, intéressant. et c'est super positif. Et venant d'un pays, enfin la France, où on est plus du côté négatif, Mhm. c'est-à-dire plus à râler, le Norvégien ne râle
râle pas C'est vrai. autant. Il va pas cacher son opinion. Mais j'admire, il y a des situations de vie au boulot ou ailleurs où je les vois régler des problèmes. C'est vrai qu'aussi, ils vont avoir tendance à les mettre sous le tapis. C'est parfois le contre... Et voilà, il y a aussi cette tendance-là, et c'est pas celle-là que j'admire. Celle que j'admire, c'est une capacité sans hausser le ton, sans aller vers le conflit, à trouver une solution en commun. Et sur un plan politique, on pourrait parler pendant 5 heures de ce que... c'est intéressant. Voilà. Ils sont conditionnés à ça, élevés à ça. Même en politique, tu trouves qu'il y a cet aspect-là? Ah oui, mais totalement. Pour moi, quand je vois les politiciens en France, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus Alors, je vais te donner... virulent. Il y a 2 trucs. D'abord, je me rappelle quand je commençais à comprendre le norvégien, à suivre des débats politiques en Norvège, parce que je m'intéresse à la politique, je suis impliquée, j'ai dit à un collègue au bureau... Qu'est-ce qu'ils sont polis entre eux. Et lui en a fait une chronique politique, parce qu'il est journaliste aussi, et il a écrit dans un des papiers en disant « Une collègue venant d'étranger trouve que nous sommes trop polis politiquement. » En fait, maintenant, je dirais non, ça fait partie du consensus. Et la manière dont c'est construit, c'est qu'il y a 2 éléments qui sont dans la constitution politique norvégienne qui participent de ça. Le 1, c'est que si vous allez visiter le Parlement, vous allez vous rendre compte qu'ils sont installés pas par droite et gauche, comme l'hémicycle français. Non, ils sont installés par région. Donc, si tu es élu d'Oslo, si à côté de toi, tu as un mec du RN et toi, tu es d'un parti de gauche, eh ben, vous allez être assis ensemble, au même pupitre. Donc, tu raisonnes, tu représentes ta région. Ça change déjà complètement l'approche, j'imagine, et les échanges. Tu travailles ensemble. Et deuxième truc, c'est la seule constitution au monde qui est une démocratie et où il n'y a pas de dissolution. Donc, c'est décidé. C'est décidé. Okay. Les gens ont voté, ça a duré 4 ans. Débrouillez-vous. Ok, pas mal. Et ça oblige la meilleure solution en commun. Bon, moi là, je suis en train de me dire qu'un petit épisode sur la politique, ça serait peut-être pas mal. Je pense qu'il y a plus d'un sujet sur lequel tu pourrais revenir. En guest. Avant qu'on termine, Véronique, je voulais te demander, est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes en Norvège, qui est très difficile à vivre? Ouais. Non, il y a des choses qui me choquent parce que culturellement, je suis pas habituée. Est-ce que je vais détester à ce point? C'est un mot fort, si tu veux. J'apprécie pas forcément leur tendance à facilement... alors, je sais pas comment on dit en français, accountability. Ils vont facilement trouver une porte de sortie. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté. Ils vont te dire, je ne l'ai pas fait exprès et excuse-moi. Et après, le truc est réglé. Je ne sais pas si vous rencontrez ça. Au final, je ne travaille pas beaucoup avec des Norvégiens. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas la première fois que je l'entends. Mais est-ce que moi, je le ressens? Peut-être moins. Oui. Mais c'est mineur. Hein. Non, je déteste rien, en fait. Ouais. Bon. Bah, tant mieux. Et est-ce que tu envisages de partir de la Norvège? Non, plus du tout. Alors, si j'ai du mal à me projeter dans une maison de retraite pour des raisons juste simplement de gastronomie. J'adore. À vrai dire. Donc, j'ai dit à mon fils, pas dans une succueillème. Non, mais bon, il y a plein de raisons pour lesquelles on y est bien. Et il faut se rapprocher au positif parce qu'évidemment, c'est pas chez toi, mais c'est comme chez toi. Je te connaissais pas et du coup, ça a été super d'apprendre tout ça sur ta vie. Même moi qui suis là depuis 6 ans, parfois tu faisais des réflexions, surtout par rapport à l'éducation de ton fils et tout. Et dans ma tête, ça fusait. Ouais, mais alors pour mes filles, moi, comment on va faire et tout. Donc, je pense qu'on va avoir des petites discussions suite à cet épisode. Donc, je suis sûre que pour d'autres personnes, ça va faire pareil. Merci beaucoup, Véronique. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Et on vous dit à très bientôt. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube, ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.